Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez été très nombreux, plus de 400 à vous enregistrer à ce webinaire et pour cause. L'intervenant est de qualité et le sujet d'actualité. Je m'appelle Antoine Caldani, je suis le président du Rotary Club Beirut Cedars et je vous souhaite la bienvenue à ce 6e webinaire que nous organisons en collaboration avec le MEREF CCI France-Liban. D'emblée, je vous rassure, vous allez pouvoir poser vos questions. La procédure vous sera expliquée ultérieurement. L'intervention de Maître Daher sera d'une quarantaine de minutes, suivie de 15 minutes de Q&A. Cette session, nous la voulons interactive, même si virtuelle. N'hésitez donc pas à poser vos questions. Avant d'accueillir avec vous notre intervenant de ce soir, je vais profiter de votre attention pour annoncer nos prochains webinaires, tout aussi intéressants par ailleurs. Le 27 mai, toujours à 18h30, nous recevons Walid Malouf qui fait un travail exceptionnel avec la Lebanese Food Bank. Cette session aura pour modérateur l'icône de notre club, past président Tony Farra, qui est par ailleurs le vice-président de cette association. Notre club a un partenariat stratégique avec la Lebanese Food Bank, par le biais duquel nous avons pu aider plus de 3000 familles dans le besoin. Le 10 juin, nous recevrons une pointure internationale en la personne de Jean-Pascal Van Ypersel, climatologue de renom et co-détenteur du prix Nobel de la paix en 2006 avec l'IPCC et un certain Al Gore. C'est un peu le Jacques Cousteau de la climatologie que nous aurons donc l'honneur de recevoir virtuellement le 10 juin. Nous parlerons des enjeux du réchauffement climatique après le Covid-19. C'est bien sûr à ne pas rater. De retour à Beyrouth avec notre tout aussi incontournable invité de ce soir, Karim Daher. Je dis bien incontournable, car tu es Karim de toutes les batailles. Tu es sur tous les fronts. La dette publique, le budget, les réformes fiscales, le droit des contribuables, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la récupération des fonds issus de la corruption. Incontournable, car tu es devenu au fil des années la référence absolue en termes de fiscalité et de droit commercial. Incontournable, car tu es allergique aux compromis, aux demi-mesures, aux angles arrondis. Incontournable, car tu ne dois rien à personne. Ce que tu as accompli, tu l'as accompli de tes propres mains. Tu es un homme libre, et la liberté ne s'achète pas. Elle est incorruptible par définition. Incontournable enfin, car la flamme qui t'habite, les valeurs que tu défends ont fait de toi un missionnaire épris d'équité et de justice sociale. Nous sommes donc très heureux de t'accueillir parmi nous ce soir et surtout très nombreux. Nous avons des participants de qualité, des juristes, des financiers, des économistes, des journalistes, mais aussi des citoyens qui se demandent comment un État failli, voire en faillite, pourrait évoluer et se transformer en un État de droit. Nous avons des déposants, des retraités, des expats qui se demandent s'ils pourront récupérer un jour ne serait-ce qu'une partie de leur épargne, partie, elle, en fumée, pour couvrir les fumisteries de la dette publique. Nous avons enfin beaucoup de jeunes qui se demandent de quelle justice on parle. Celle qui s'arrête aux portes des communautés religieuses, des beks et des cheikhs, ou celle qui arrête des sbires, des figurants de premier rang au lieu de s'attaquer aux véritables instigateurs. De quelle justice on parle? Nous sommes tous conscients du travail énorme qui est en train d'être fait en amont au niveau des lois et des décisions gouvernementales. Mais l'espoir de voir les corrompus, les vrais, derrière les barreaux, s'amenuise avec le temps. Et du temps, nous, on n'en a plus. Je laisse maintenant la parole au modérateur de cette session, M. Jean-François Parmentier. Jean-François est le consul de Belgique au Liban et un membre éminent du Rotary Club Beirut Cedars. Jean-François, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis du Rotary Club Beirut Cedars, merci pour votre présence massive, une fois de plus, à nos côtés ce soir. Vous êtes en effet plusieurs centaines devant votre écran et le président vient de le dire, nous avons un public de très grande qualité ce soir. Avant de présenter notre orateur du jour, quelques rapides conseils sur la manière dont vous pouvez interagir avec nous durant cette session. Comme vous le voyez sur votre écran, vous pouvez utiliser la fenêtre chat
pour exprimer votre intérêt ou partager une opinion. Vous avez également la possibilité de poser vos questions dans la fenêtre Q&A. Celles-ci seront posées à l'issue de l'exposé. Si l'une des questions vous paraît particulièrement pertinente, merci d'appuyer sur le petit pouce levé vers le ciel et de liker, si vous me permettez l'expression, cette dernière. Cela aura pour effet de faire monter la question vers le haut. Vous l'avez compris, nous poserons en priorité les questions ayant obtenu le plus de votes. Notre président, M. Antoine Caldani, vient de vous le dire. Nous avons ce soir le plaisir et l'honneur d'avoir Maître Karim Daher à nos côtés. Diplômé en droit et en finance de l'Université Paris II Assas, de l'USJ et de l'ESA ESCP, Maître Daher est avant tout un praticien du droit. Durant les cours en fiscalité et en finances publiques qu'il dispense à l'USJ, il partage ses grandes connaissances en fiscalité des personnes et des entreprises, mais également en droit commercial et en droit des contrats. Karim Daher est également un auteur prolifique, puisqu'il a publié plusieurs ouvrages sur les impôts et la nomenclature budgétaire. Vous connaissez d'ailleurs certainement son précis de fiscalité intitulé « Les impôts au Liban », publié aux éditions Hachette Antoine en 2016. Maître Karim Daher est avocat à la Cour au barreau de Beyrouth et partenaire fondateur du cabinet de conseil HBDT Law Firm. Très actif dans la modernisation du régime fiscal libanais et des conventions fiscales internationales, il a activement contribué à l'élaboration de propositions de réforme et de lois au Liban. À plusieurs reprises, il a représenté l'Ordre des avocats et les professions libérales au sein de diverses commissions parlementaires actives dans l'élaboration de lois financières et budgétaires. Maître Daher, vous allez nous en parler à la fin de votre exposé, si je ne m'abuse, mais vous êtes également membre fondateur et président en exercice de l'ALDIC, l'Association libanaise pour les droits et l'information des contribuables. Alors, votre CV est évidemment impressionnant, mais vous êtes aussi connu pour votre capacité à vulgariser, à rendre simple des matières extrêmement complexes. Votre objectif ce soir est finalement de fournir à notre public attentif quelques clés de lecture, quelques clés de compréhension. Et la question à laquelle vous allez répondre est finalement la suivante. La corruption au sein des instances dirigeantes libanaises est-elle une fatalité? Maître Daher, merci encore pour votre soutien aux activités du Rotary Club Beyrouth Cedars. La parole est à vous. Merci Jean-François. Merci à Antoine, merci au Rotary Club Beyrouth Cedars, à son partenaire Lomeref, pour l'organisation de ce webinaire. Pour être franc, j'aurais aimé arriver 10 minutes plus tard par rapport à l'heure fixée, parce que vraiment, vous m'avez mis la pression par rapport à toutes les gentillesses que vous avez bien voulu me gratifier. Et je vais essayer, dans la mesure du possible, avec un public nombreux ce soir. On s'adapte à la technologie, on s'adapte aux circonstances de notre temps, au Covid-19, et on va essayer d'être interactif à travers cet écran. Dans chaque conférence, ce que j'essaye de faire en réalité, c'est de me placer à la place des auditeurs, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils voudraient écouter. Ils sont venus pourquoi, en fait? Ils sont venus pour s'informer à propos de quoi et en quel thème ils aimeraient obtenir l'information. Les choses ne sont pas souvent très évidentes, notamment en matière technique, dans des matières techniques comme la fiscalité, comme la question de la corruption ou autre. Nous avons un public de connaisseurs qui viennent pour obtenir des informations peut-être techniques qui compléteraient leurs informations ou leurs connaissances. Et nous avons un public qui vient parce qu'il souffre, parce qu'il a envie de savoir, parce qu'il a envie de prendre de l'espoir, de savoir que les lendemains peuvent être chantants et non pas simplement des lendemains qui sont tristes et qui nous poussent vers des abîmes inconnus aujourd'hui. En fait, j'essaierai d'être objectif avec vous, j'essaierai d'être réaliste. Je vais essayer d'expliquer les choses comme elles sont, ni en les enjolivant, ni en essayant non plus de retirer aux réalités le poids qu'elles peuvent avoir par rapport à notre vie d'aujourd'hui.
On va parler de la corruption. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé, après pratiquement 3 décennies où on vivait dans un Truman Show, qu'on n'avait plus rien, que nos avoirs, que nos économies, que tout le travail d'une vie s'est envolé d'un seul coup. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste des dettes. On n'est même pas d'accord sur la façon de répartir ces dettes entre nous. Qui va supporter quoi? Qui va supporter plus par rapport aux autres? Et on est en train d'essayer de trouver des solutions pour, au moins, pouvoir diminuer la charge de cette dette et par le biais, certainement, la faire supporter à ceux qui ont le plus profité. Et qui a le plus profité de toute cette situation durant les 3 dernières décennies? Il est indéniable, la réponse est évidente, que c'est les corrompus. Les corrompus, pas simplement dans le secteur public, pas simplement au niveau de la classe dirigeante. Les corrompus qui les ont assistés, qui ont profité allègrement, qui ont aidé aussi à ce que ce pays se retrouve dans l'abîme aujourd'hui, se retrouve en faillite et qu'il y ait un taux de pauvreté qui va avoisiner bientôt les 50%. Il n'y a aucune raison pour que les choses soient dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer les choses d'une façon aussi simple que possible, mais je vais surtout essayer de vous donner la preuve qu'on a les moyens de changer les choses. Je veux vous donner la preuve que oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais cet espoir, ce n'est pas les autres qui vont nous l'amener. Ni les puissances étrangères, ni les organismes internationaux, FMI, Banque mondiale ou autres. Ce changement sera de notre fait. Ce sera nous qui le ferons, nous qui transformerons les choses. Il y a des moyens de changer. Il y a un potentiel pour changer les choses et des exemples internationaux peuvent nous mener et peuvent nous donner la preuve qu'un changement est possible. Parce qu'il y a des pays qui ont vécu la même situation que la nôtre, même pire parfois, et quand la décision a été prise au niveau populaire de changer les choses ont changé. Je citerai en cours de développement l'exemple peut-être de la Géorgie qui est proche du nôtre, de l'Ukraine, de l'Égypte, de la Tunisie et d'autres pays. Mais pour le moment, j'aimerais commencer par la présentation que vous êtes tous ici venus suivre, donc par rapport à la corruption. Qu'est-ce que la corruption? La corruption est un mal absolu, endémique, qui gangrène les sociétés les plus fragiles. C'est une négation de l'état de droit. Elle entraîne une distribution irrégulière des ressources et empêche le développement durable. Elle empêche le développement durable et équilibré des nations. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand un pays se retrouve dans une situation où il n'a pas de ressources, où il n'a pas de moyens en raison de la corruption, cet État n'a plus les possibilités de pouvoir œuvrer à une distribution équitable, à fournir les services de base qu'il doit fournir à sa population. Et donc, on se retrouve dans une situation d'un état de non-droit. Les États, au niveau mondial, les nations ont pris conscience de ce problème. Au fur et à mesure, à la fin des années 80, à la fin des années 90, mais surtout au début des années 2000. Et pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que le fait d'avoir des États fragiles et des États faillis au niveau mondial, ces pays qui étaient des pays sous-développés ou en voie de développement, exportaient leurs problèmes dans les pays développés. Ces pays créaient une concurrence déloyale par rapport aux pays développés parce que beaucoup de leurs sociétés allaient s'installer dans ces pays qui étaient des pays, républiques bananières. Donc, au niveau des nations, il y a eu un consensus pour combattre la corruption qui s'est traduit par une convention qui est la Convention des Nations Unies contre la corruption, la UNCAC, qui a été l'objet d'une décision, d'une résolution des Nations Unies en 2003. Cette convention est basée sur 4 piliers principaux. La prévention tout d'abord. Ensuite, l'application des lois et des sanctions.
Parce que sans qu'il y ait une application des lois et des sanctions, on n'arrive à rien. La troisième, c'est la coopération internationale et ce qu'on appelle les building capacities, c'est-à-dire œuvrer pour apprendre aux pays qui ont besoin d'apprendre comment lutter contre la corruption. Et quatrième pilier, c'est la récupération des biens mal acquis ou illicitement acquis. Comment lutter contre la corruption au Liban aujourd'hui? Est-ce que nous avons les outils nécessaires pour pouvoir lutter contre la corruption? Est-ce que nous avons les lois? Est-ce que nous avons la volonté? Certaines personnes disent oui, nous avons des lois. On n'a pas besoin aujourd'hui de voter de nouvelles lois, ni de travailler de nouvelles lois. Appliquons les lois qui existent et cela est suffisant. D'autres disent non, les lois ne sont pas suffisantes parce que nos lois sont obsolètes ou dans nos lois, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, il vaut mieux compléter ces lois par de nouvelles lois ou changer les lois qui existent par de nouvelles lois. Où se situe la vérité entre ces deux tendances? En fait, la vérité, c'est les deux à la fois, elle se situe au milieu. Parce que nous avons des lois et ces lois peuvent servir de coup d'envoi de la lutte contre la corruption, mais on est en train, je ne vais pas dire il faut, parce que je vais vous montrer qu'on est en train de les changer. Quand je dis nous, je dis toutes les personnes qui de près ou de loin contribuent à ce changement, on est en train de les modifier et de les améliorer. Mais tout d'abord, avant de passer à ces développements par rapport aux outils, quelle est la définition? Si quelqu'un se pose la question aujourd'hui, quelle est la définition de la corruption? Comment je peux définir la corruption? Même la Convention des Nations Unies a voulu éviter de donner une définition, tellement les définitions diffèrent dans le monde. Au Liban, nous avons deux définitions. Une définition générale qui a été donnée par la loi numéro 83 sur 2018 pour la protection des lanceurs d'alerte, qui définit la corruption comme étant l'abus de pouvoir ou de fonction ou de service par un agent public en vue de réaliser un gain ou un avantage indu. La nouvelle loi qui vient de sortir depuis une semaine, qui a été publiée au journal officiel, la loi numéro 175 pour la lutte contre la corruption et qui a créé la Commission nationale de lutte contre la corruption, donne une définition plus large. Elle dit qu'effectivement, c'est l'abus de pouvoir ou de fonction ou de service en lien avec l'agent public, en vue de réaliser des gains ou des avantages indus à son profit ou au profit d'autrui d'une manière directe ou indirecte. C'est-à-dire qu'elle a élargi le champ, elle a intégré dans ce champ, et on le voit par la suite dans la définition, tous des actes cités ou définis comme étant des actes de corruption dans le code pénal. On le verra tout à l'heure, trafic d'influence, abus de poste, gratification, pot de vin et autres, auquel elle a rajouté l'enrichissement illicite. Et nous allons voir qu'il y a une définition de l'enrichissement illicite qui a été développée par la loi votée en commission, pas encore à l'Assemblée plénière du Parlement, mais qui définit l'enrichissement illicite, et ainsi que tous les autres crimes de corruption qui peuvent être définis dans les conventions internationales auxquelles le Liban a adhéré. Mais ce n'est pas suffisant. Cette loi 175 a voulu aller encore plus loin. Et elle est venue dire et assimiler au cas de corruption toutes les infractions ou les trafics d'influence qui ont facilité l'obtention illégale de concessions de marchés et de contrats publics, ou de licences, ou de délégations de services publics, ou même leur mauvaise exécution, c'est-à-dire quand quelqu'un a exécuté un marché public, un projet d'autoroute, un immeuble pour l'État ou autre, et qu'il l'a mal exécuté, là, on peut le soupçonner peut-être de corruption. Vous voyez combien de personnes peuvent rentrer dans ce champ d'application aujourd'hui. Une fois qu'on a eu cette définition de la corruption qui est la plus large possible aujourd'hui par l'effet de la loi 175, essayons de voir pourquoi la corruption existe, surtout au Liban. La corruption n'est pas née comme ça, par hasard. La corruption a des raisons et elle revient très loin dans l'histoire. Elle est ancrée dans le passé, l'histoire libanaise. Je dirais depuis au moins la présence ottomane au Liban, pour ceux qui aiment l'histoire. Il y a trois raisons principales. Nous avons des raisons sur le plan institutionnel, nous avons sur le plan économique et sur le plan politique. Et là, quand je vais parler de ça,
chacune et chacun d'entre vous va reconnaître des cas qu'il vit au jour le jour. Quel est le problème sur le plan institutionnel? Nous avons des institutions au Liban qui sont anciennes, qui existent depuis au moins la fin des années 50, le début des années 60 avec le président Fouad Chah, qui étaient à l'époque excellentes et qui ont servi pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Mais cette organisation aujourd'hui n'est plus adaptée à l'évolution du temps. Quand on veut finaliser une formalité, une procédure au sein de n'importe quelle administration, vous le savez, il faut passer par 4 ou 5 signatures, parfois qui ne sont pas nécessaires. Ça retarde la formalité. Et ça pousse à quoi? Ça pousse à gratifier ces personnes par lesquelles on va passer pour des signatures. Et ces personnes qui sont nommées par clientélisme, par communautarisme. Donc, ces personnes sont là simplement pour percevoir ces pots de vin et ces gratifications. Ça pousse à quoi? À des lenteurs bureaucratiques. Donc, c'est devenu aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. C'est devenu une culture nationale chez les Libanais que de payer des gratifications. On trouve ça tout à fait normal. Nous, en tant qu'avocats, quand on commence notre carrière, quand on va dans n'importe quelle administration, on revient parce qu'on n'a pas voulu payer notre stage, en train de la formalité, on est en train de porter du tort à notre client. Sur le plan économique, pourquoi il y a de la corruption? Parce que nous avons un système de monopole de grandes entreprises bien implantées ou favorisées par le clientélisme et la corruption, qui écrase tout genre, toute concurrence loyale au Liban. Nous avons aussi une faiblesse du cas des affaires, le doing business. Notre classement au niveau mondial est 143 sur 190. Au niveau de la performance, on est 88 sur 140 pays. On est très loin. On ne peut pas fonctionner. On n'a pas les possibilités par exemple, la possibilité de créer une société rapidement sur Internet, parce qu'il n'y a pas le e-government qui existe au Liban. Ça nous pousse à faire quoi? À descendre au registre de commerce, à attendre. Et si on ne veut pas attendre, il faut payer des gratifications, payer des pots de vin pour faire marcher les choses. Et ça c'est quelque chose qui est en train de retarder énormément. Nous avons l'économie informelle ou souterraine, une concurrence déloyale. Donc là aussi, la corruption, pour pouvoir se mettre au niveau de ces personnes et dans l'économie informelle, pour que les gens n'apparaissent pas, ils graissent la patte, ils payent des pots de vin. Et sur le plan politique, quel est notre problème? Le communautarisme, bien entendu, le clientélisme. Aujourd'hui, on nomme des personnes, chaque personne dans un poste, par décision politique. La politique joue aussi son rôle au niveau des initiatives. Aucune mesure anticorruption n'est exécutée parce qu'elle est bloquée au niveau politique. Si on touche à quelqu'un qui relève d'une communauté particulière, à ce moment-là, c'est un crime de lèse-majesté. Il est défendu par toute sa communauté. Comment vous voulez qu'on puisse lutter efficacement contre la corruption? Je vous raconte des choses que vous savez. Je vous raconte des choses que vous vivez au jour le jour. L'indépendance entre les trois pouvoirs n'existe pas. L'appareil judiciaire est nommé par l'exécutif, qui lui-même est nommé par le législatif, qui est en même temps législatif et exécutif, parce qu'on retrouve les mêmes personnes au niveau législatif et exécutif. Il n'y a pas de différence, il y a des moments d'union nationale qui sont là depuis 3 décennies et qui raflent tout sur leur passage. Quel est l'intérêt de lutter contre la corruption? L'intérêt de lutter contre la corruption, et qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça nous donne une bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, une meilleure utilisation et redistribution des richesses et leur préservation intergénérationnelle pour les générations à venir. On pourra dire à nos enfants, on voulait quelque chose. Pas simplement, on voulait quelque chose sur le plan privé. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants aujourd'hui avec l'argent qui s'est évaporé dans les banques? On a laissé quelque chose à nos enfants. On n'est même pas sûr de pouvoir les envoyer étudier à l'étranger. Là, on le fera au niveau de l'État. Là, avec les choses comme elles se sont produites, le Libanais a pris conscience qu'il ne peut pas se passer de l'État. L'État est le seul garant de l'avenir de ses enfants et des générations à venir. Et c'est pour ça qu'on doit s'impliquer dans les affaires de l'État. Pour pouvoir changer les choses, rendre compte
pour demander des comptes. Ça, je le disais depuis le début. Comme Tony le disait, quand je m'étais engagé dans le civisme fiscal, je disais aux gens, payez vos impôts, parce que quand vous payez vos impôts, on ne peut rien vous reprocher et vous pouvez demander des comptes. On peut promouvoir des investissements. Quand il n'y a plus de corruption, les investissements viennent dans les pays où il n'y a plus de corruption parce qu'ils sont sûrs de pouvoir réaliser leurs bénéfices et retirer leurs bénéfices du pays parce qu'il est démocratiquement géré. Une meilleure lutte contre la pauvreté et l'inégalité sociale parce que l'argent qui tombe dans les caisses de l'État, qu'on ne paye plus en tant que corruption, qui ne va plus dans des poches qui ne sont pas les poches de l'État, cet argent va servir à quoi? À assurer une sécurité sociale décente, à assurer une carte médicale pour l'ensemble de la population, à assurer une retraite, pas simplement dans le secteur public, mais dans le secteur privé. On va vivre décemment. Et on va rétablir la confiance aussi entre l'État et le citoyen. Afin de promouvoir le civisme fiscal, les gens vont aller payer par eux-mêmes leurs impôts parce qu'ils savent que cet impôt qu'ils sont en train de payer ne va pas être dilapidé, aller dans les poches d'apparatchiks ou de personnes qui tournent dans leur giron. Il va aller dans la caisse pour être redistribué équitablement. Si ce n'est pas à eux parce qu'ils n'en ont pas besoin, ça va aller à d'autres qui sont dans le besoin et qu'eux aident sur le plan privé. Quels sont ces outils? Est-ce que nous avons vraiment, après cette présentation exhaustive et longue, est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui, à l'instant T, le 20 mai 2020, est-ce qu'on peut entamer une lutte effective si la décision est prise au niveau populaire, les gens sont aujourd'hui regroupés, unis pour aller dans une lutte effective, et je vous dirai comment à la fin de mon exposé, pour lutter contre la corruption. Comment on peut lutter? Avec les lois avantageuses ou qui ne sont pas avantageuses. Quelles lois aujourd'hui nous permettent, je vais vous donner par rapport à chaque situation, la solution, comment on peut lutter. Au Parlement a modifié la loi sur le secret bancaire. Il faut savoir que dans les cas de poursuite, en cas d'enrichissement illicite, comme on va le voir tout à l'heure, il n'y a pas de secret bancaire. Tous les fonctionnaires ou ceux qui sont aujourd'hui, qui ont des postes et des responsabilités publiques, présidents, ministres, députés ou autres, toutes ces personnes aujourd'hui peuvent être poursuivies et on peut leur lever le secret bancaire par le biais de l'article 7 de la loi qui existe. Depuis n'importe quelle action, ce que le gouvernement essaie de faire, si on trouve qu'il y a un cas manifeste d'enrichissement illicite, le secret bancaire n'est plus une barrière. Il peut être levé même avant l'adoption de la nouvelle loi. Cette fameuse loi sur l'enrichissement illicite, elle a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Elle définit l'enrichissement illicite et dit que l'enrichissement illicite est réalisé par tout fonctionnaire ou juge ou toute personne investie d'une fonction publique, directement ou indirectement, par le biais d'associés ou de prête-noms, par acte de corruption ou de trafic d'influence ou d'abus de poste ou tout autre acte illicite ou criminel qui sont définis au code pénal. Elle y assimile aussi d'autres actes comme les concessions de services publics, les projets publics que vous voyez et les expropriations. L'enrichissement illicite est sanctionné par des peines de prison. On impose aux personnes concernées de faire une déclaration. Vous avez certainement entendu parler de ça. Toute personne qui aujourd'hui est nommée à un poste par élection ou par nomination, ministre, député, fonctionnaire, président, est tenu, lors de sa nomination, dans les 2 mois qui suivent sa nomination, de présenter une déclaration à l'autorité compétente, parce que chaque poste a une autorité qui reçoit cette lettre où il fait sa déclaration, et où il doit décrire qu'est-ce qu'il a comme bien mobilier, immobilier au Liban et à l'étranger. Mais c'est une déclaration sommaire. On va voir qu'avec la nouvelle loi, cette déclaration a été modifiée pour comporter énormément de choses qui n'étaient pas définies préalablement. Donc, cette loi, qui existe depuis 1999, a néanmoins énormément de désavantages qui empêchent son application. Quels sont les
quels sont les inconvénients majeurs? Le premier inconvénient majeur, c'est qu'aujourd'hui, l'enrichissement illicite, malgré sa définition, ne constitue pas un crime en soi ou un délit en soi. Il sert de support par rapport à d'autres crimes qu'il faut prouver préalablement. Ceux dont je vous ai parlé, les cas de pots de vin, de gratification, de trafic d'influence, de trafic de poste, de détournement illicite, et ainsi de suite. L'ensemble de ces crimes sont approuvés. Or, si l'enrichissement, je peux le déterminer en faisant une comparaison entre ce que la personne gagne et ce que la personne montre comme signe extérieur de richesse, quand j'arrive au moment de devoir prouver le vrai crime, je n'ai plus d'éléments de preuve. Et c'est pourquoi on arrive au deuxième inconvénient majeur de cette loi. C'est que quand on veut entreprendre une action, une plainte, déposer une plainte, celui qui dépose la plainte est tenu de payer une garantie ou un dépôt de garantie de 25 millions de livres libanaises. Mais le plus dangereux, ce n'est pas au moment où je dépose ma plainte. C'est s'il y a un non-lieu ou que le tribunal ne va pas plus loin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une peine de prison, il y a une amende qui est d'au moins de 100 millions de livres libanaises, et avec réserve que le défendeur, c'est-à-dire la personne qu'on a accusée soi-disant à tort, a la possibilité de nous poursuivre en dommages et intérêts. Et qu'on sait aujourd'hui qu'avec l'absence d'indépendance de la justice, on peut traficoter et on peut déguiser tout genre de procès pour pouvoir montrer que la personne qui est poursuivie, si elle est assez influente et elle est protégée, n'est pas coupable. Donc, ça se retourne contre la personne qui a déposé la plainte. C'est pour ça que personne ne va déposer une plainte en pratique aujourd'hui. Donc, ça, c'est un des défauts majeurs de la loi actuelle qui a été modifiée. On va le voir tout à l'heure. Les procédures de condamnation de ces crimes sont déterminées pour les ministres et les présidents, donc l'exécutif, par une autre loi. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité, selon cette loi sur l'enrichissement illicite, de poursuivre n'importe quel des 3 présidents en exercice, n'importe quel des ministres qui sont nommés ou qui ont été nommés par rapport à des actes qui sont en relation avec leurs fonctions. Je ne peux les poursuivre que pour des actes de traîtrise et donc que des actes qui sont en rapport avec ce qu'ils ont fait, mais devant une autre autorité, par les tribunaux normaux, par la haute cour qui est définie par la constitution libanaise. Or, accéder à cette haute cour est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir déposer une plainte devant cette haute cour, il faut premièrement que les députés le fassent par un pourcentage de 20% des députés, 1/5 des députés. C'est-à-dire plus de 22 députés qui doivent déposer une plainte contre quelqu'un qui est dans l'exécutif ou un président. Et vous savez que dans le système actuel de gouvernance au Liban, tous sont partout. Tous sont au Parlement, sont au gouvernement et sont aux présidences. Donc, personne ne va venir s'accuser par lui-même. Donc, c'est pratiquement impossible et c'est pour ça que nous n'avons jamais eu un cas depuis Taïf, parce que cette loi qui a modifié la Constitution et qui a chargé la haute cour de pouvoir juger les présidents et les ministres n'a jamais fonctionné pour pouvoir incriminer ne serait-ce qu'un jusqu'au bout. Il y a eu des tentatives avec certains ministres dans le temps, mais ça n'a jamais été jusqu'au bout. Et en plus de ça, nous avons des règles de majorité incroyables, parce que pour pouvoir mettre en accusation, nous avons besoin d'une majorité absolue. Ensuite, pour envoyer le dossier devant la haute cour, après que la personne est incriminée, il faut une majorité des 2/3. Et pour que la haute cour décide, il faut une majorité des 2/3. Cette haute cour, comme elle est constituée de 8 magistrats et de 7 députés, donc pour avoir les 2/3 qui sont 10 sur 15, on a besoin de 3 députés. Les juges ne peuvent pas juger par eux-mêmes. Donc, c'est inutile de vous dire qu'il est pratiquement impossible d'aller plus loin. Quelle loi nous avons aussi qui existe pour pouvoir poursuivre cet enrichissement? On peut aller sur le civil avec l'article 140 du Code des obligations et des contrats pour l'enrichissement sans cause ou illégitime. Nous avons, comme j'en ai parlé dans la loi sur l'enrichissement illicite, le Code pénal libanais et des articles importants de ce Code pénal libanais
nous diagnostiquons, nous déterminons, nous retirons 2 catégories d'articles. Les premiers articles sont ceux qui parlent des délits de corruption et qui prévoient des peines de prison par rapport à ces délits, qui sont les pots de vin, qui sont le trafic d'influence, le détournement de fonds et l'abus de poste. Quand quelqu'un utilise son poste pour réaliser un bénéfice pour lui ou pour autrui, les appels d'offres et les concessions et les marchés publics et des domaines publics. Mais nous avons aussi une autre série d'articles dans le Code pénal qui sont importants. Quand on parle aujourd'hui de récupération de l'argent volé, on a dans nos lois des articles du Code pénal, l'article 69, qui dit que l'État a le droit de confisquer toute chose résultant d'un crime ou d'un délit ou qui est utilisée à cet effet. L'article 98 parle de confiscation aussi pour les choses dont la fabrication, la vente ou l'utilisation est illégale. L'article 130 demande de remettre les choses en l'état. Donc, on a des articles, ces outils existent aujourd'hui. Pour la loi sur la comptabilité publique, là aussi, j'ai 2 catégories d'articles. J'ai des articles importants. L'article 112 et 173, il consiste en quoi? Il consiste de mettre à la charge d'un ministre ou d'un comptable public, c'est-à-dire la personne qui est supposée aujourd'hui payer au nom de l'État, une responsabilité sur tous leurs biens. Donc, ils sont responsables sur tous leurs biens personnels en cas de dépassement du budget pour le ministre ou en cas de paiement non autorisé ou qui est contraire à la réglementation par rapport au comptable public. Qui a été aujourd'hui poursuivre un ministre parce qu'il a dépassé le budget de son ministère? Au moins, une des situations que l'on connaît aujourd'hui, c'est la violation de l'article 21 de la loi numéro 46 sur 2017, c'est-à-dire la fameuse échelle des traitements et salaires. Quand cette loi avait interdit qu'il y ait un engagement de n'importe quel nouveau personnel au sein de l'administration publique. On a vu qu'il y a un rapport préliminaire qui a parlé de 5300 à peu près fonctionnaires engagés en violation de cette loi. Qui a été voir le ministre qui a engagé ces fonctionnaires pour lui demander des comptes sur ses biens personnels? Donc, on a la possibilité. On peut actionner ces articles de la loi sur la comptabilité publique. D'autre part, on a les articles 121 à 147 qui parlent des appels d'offres. Aujourd'hui, vous savez que dans la plupart des ministères, les adjudications ou les concessions se font de gré à gré. Pétrole ou autre que pétrole. Quand on vient voir le ministre, il dit « Oui, moi j'ai la possibilité de le faire parce que l'article 147 de la loi sur la comptabilité publique me le permet. » Quand on lit, on rentre, on s'approfondit un peu plus, on découvre que non. Il y a une règle générale qui est l'article 121 qui exige qu'il y ait un appel d'offres transparent. Et l'exception pour certaines choses spécifiquement, mais c'est une exception, c'est l'article 147. Or, les ministres appliquent l'exception et non pas la règle. C'est un peu ce qui a été le cas avec le gouverneur de la Banque centrale lors de sa dernière conférence de presse quand il disait, moi, il s'est référé à un article du Code de la monnaie et du crédit qui disait que oui, moi, j'ai le droit de prêter à l'État, le Code de la monnaie et du crédit le permet. Mais il a dit, la ilaha, sans continuer et de dire illallah, qui est l'article 94, qui l'oblige à ne pas prêter au-delà de 10 ans. Donc, l'ensemble de ces informations que je suis en train de vous donner existent, mais il faut le suivre, il faut le savoir pour demander des comptes. Nous avons aussi la loi numéro 44 sur 2015. Elle parle de quoi? Vous avez entendu parler, elle est aujourd'hui au hit parade des références de loi. C'est la loi contre le blanchiment d'argent qui parle de la commission d'enquête spéciale de la Banque du Liban. Pourquoi elle est importante, cette loi? Parce que cette loi qui était à la base, la loi 318, qui était simplement contre le blanchiment au sens étroit du terme et la lutte contre le terrorisme, a été élargie en 2015 sous la pression des pays étrangers quand il y avait les fameuses lois d'urgence pour pouvoir intégrer ou pour pouvoir étendre son champ d'application pour qu'il puisse viser tous les crimes qui sont en rapport de près ou de loin avec la corruption. Trafic d'influence, gratification, on a été jusqu'à l'enrichissement illicite, on a été jusqu'à l'évasion fiscale. Donc l'ensemble de ces crimes, on était à 7 cas, on est arrivé à 21 cas. Et si on a
ce genre de cas aujourd'hui qui mène à un des mécanismes de blanchiment, c'est-à-dire on cache l'origine des fonds, on le transforme, on utilise les prête-noms et autres. Si on utilise ce genre de situation aujourd'hui et ce genre de mécanisme, à ce moment-là, on entre de plein pied dans le blanchiment d'argent et ce qui nous mène à la levée du secret bancaire, à la secret du secret bancaire par la commission d'enquête spéciale, à la saisie de certains de nos biens ou pas nous, les personnes qui sont soupçonnées de blanchiment d'argent. Donc, on leur saisit leurs biens pour les besoins de l'enquête, à un échange avec les autorités étrangères pour pouvoir se renseigner sur ce dont dispose cette personne à l'étranger, ainsi de suite. En plus, nous avons un devoir de diligence, le traçage. Comment ça se fait? La prévention est dans cette loi. Quand on parlait d'un des piliers principaux de la Convention des Nations Unies contre la corruption, on parlait de prévention. Là, la prévention existe. Pas l'obligation qui a été faite. Pas simplement aux banques et aux institutions financières, mais à un certain nombre de professions qui ont une approche, qui peuvent être concernées par des actions qui peuvent mener à la corruption, comme les avocats, les commissaires aux comptes, les notaires, les intermédiaires, les fonciers, les assureurs. L'ensemble de ces parties sont tenues aujourd'hui, quand ils sentent, quand ils savent ou quand ils soupçonnent un cas de corruption ou de blanchiment d'argent, d'aller informer pour la plupart de la commission d'enquête spéciale et pour d'autres spécifiquement comme les avocats, le Conseil de l'ordre, pour que, éventuellement, la commission d'enquête spéciale puisse enquêter et puisse s'assurer. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Et là aussi, la question que je pose, c'est de pouvoir savoir pourquoi on n'a jamais enquêté sur le fait de savoir qui a appliqué ces obligations de diligence. Parce que si jamais on ne fait pas ou on n'entreprend pas ces obligations de diligence, on encourt une peine de prison qui va jusqu'à 1 an de prison et de pénalités financières. Si au contraire on favorise, on participe, et comment on peut participer? Un avocat peut participer en facilitant l'utilisation d'outils spécifiques qui peuvent permettre le blanchiment d'argent. Un banquier peut conseiller à son client de contourner les normes de déclaration. Un notaire peut falsifier un document. Si jamais on entreprend ce genre d'action, on encourt une peine de prison qui va de 3 à 7 ans. Et on est tous corrompus. Qui a entrepris une action? Est-ce qu'on a entendu parler depuis la promulgation de cette loi en 2015 d'une situation où il y a eu une enquête qui concernait quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire, qui n'a pas exécuté ses obligations? Jamais. À ma connaissance, jamais jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ça aurait été dans le domaine public et les médias auraient relayé l'information. En plus, cette loi, l'importance qu'elle a, c'est qu'à l'article 14, elle donne la possibilité de récupérer l'argent qui a été illicitement acquis. Nous avons une loi 42 qui oblige à déclarer quand on dépasse les frontières à l'aller ou au retour, qui nous oblige aujourd'hui à déclarer au-delà des $15 000 les valeurs qu'on est en train de transporter. Elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce que le Conseil supérieur des douanes, qui devait faire un arrêté d'application dans les 3 mois qui suivaient l'adoption de la loi, ne l'a pas fait. Et personne ne l'a poursuivi, personne ne lui a demandé des comptes. On a la loi 55 sur 2016 qui a permis au Liban d'adhérer au fameux Forum mondial pour la transparence en matière fiscale, qui a levé le secret bancaire partiellement par rapport aux non-résidents. Et vous le savez aujourd'hui, cette loi permet au Liban de pouvoir échanger des informations financières et bancaires avec l'étranger. Nous avons l'évasion fiscale qui a été redéfinie l'année dernière dans la loi de finances et qui a élargi la notion d'évasion fiscale avec plusieurs cas de figure. Pourquoi elle est importante? Parce que par l'évasion fiscale, et ceux qui m'ont entendu parler de ça, j'utilise souvent le terme de la méthode Al Capone, parce qu'on peut, par le biais de l'évasion fiscale, demander des comptes, même aux personnes corrompues dans le domaine public, aux fonctionnaires publics, ou à ceux qui sont concernés par la loi sur l'enrichissement illicite.
parce qu'il y a un article dans la loi de l'impôt sur le revenu qui oblige toute personne qui a reçu n'importe quel montant, si ce n'est pas à titre gratuit, de le déclarer et de payer l'impôt, et dans la loi sur les droits de succession, de déclarer tout montant qu'elle reçoit qui est au-delà de 1 600 000 livres libanaises. Combien de personnes publiques ont reçu de l'argent aujourd'hui qu'elles n'ont jamais déclaré? Si jamais on découvre ce fait-là et qu'on leur demande des comptes, on peut aller, par le biais de ces lois, vers la loi 44 dont je vous ai parlé, qui ouvre la voie au blanchiment d'argent, à la levée du secret bancaire, à la récupération d'argent de l'étranger. Donc, il y a des moyens de pouvoir y accéder. On a la loi 28 sur 2017 qui donne le droit d'accès à l'information, qui n'est pas appliquée depuis 2017 pour deux raisons. Premièrement, parce que les ministres ont toujours considéré que les décrets d'application n'avaient pas été promulgués et que la Commission nationale pour lutter contre la corruption n'avait pas été formée. Elle vient de l'être depuis une semaine. Mais là, elle oblige à quoi? Premièrement, elle permet à chacun de nous, citoyens libanais ou résidents au Liban qui a intérêt, d'avoir accès aux informations des ministères. On peut aller les demander, mais elle oblige aussi surtout les administrations publiques, les ministères, les municipalités à publier l'ensemble des documents, l'ensemble des contrats avec des détails sur les contrats publics et autres contrats publics. Et vous savez aujourd'hui que grâce à l'information, on peut dénicher les cas de corruption. C'est grâce à cette loi qu'on peut aujourd'hui to build a case, de pouvoir construire un dossier et aller de l'avant pour poursuivre les personnes qui sont coupables de corruption. Nous avons la loi 83 qui est un corollaire à la première parce que là, on protège les lanceurs d'alerte. Donc, grâce à la première loi ou à cette loi, on peut aujourd'hui, quelqu'un qui est au courant d'un cas de corruption, il peut aller le dénoncer. Et à la différence de la loi sur l'enrichissement illicite, quand je vous parlais de ces inconvénients, ici, dans cette loi, il a une immunité totale, le whistleblower. C'est-à-dire qu'il a une protection par rapport à son cadre fonctionnel. S'il est employé dans le public ou dans le privé et qu'on le menace de le licencier ou de rétrograder ou quoi que ce soit, la Commission nationale pour la lutte contre la corruption a la possibilité de prendre des mesures ou bien de dénoncer auprès des autorités compétentes cette situation pour remettre les choses en l'état. Il a le droit à une protection physique, mais surtout le lanceur d'alerte aujourd'hui, et c'est ça ce qui est important dans cette loi, il a un incentive, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'obtenir jusqu'à 5% du montant que l'État pourra récupérer. Et en plus de ça, dans cette loi, on donne la possibilité, d'une façon indirecte, à ce qu'il y ait des settlements, c'est-à-dire qu'on va chez les personnes qui sont corrompues, on fait un settlement avec eux, et à ce moment-là, ils retournent à l'État ce qu'ils ont pris indûment et ils dénoncent ceux qui sont au-dessus d'eux et qui sont plus corrompus qu'eux pour pouvoir résoudre la situation. Nous avons la loi 44 sur la transparence en matière pétrolière, dans le domaine pétrolier. Nous avons la loi 106 pour les bénéficiaires, les ayants droit économiques. C'est une loi importante parce qu'elle permet de tracer les personnes. Aujourd'hui, toute personne, et vous le savez, si vous êtes dans le domaine des affaires, vous devez déclarer qui est le vrai bénéficiaire de vos actions ou de vos titres, que ce soit au registre de commerce ou que ce soit à l'administration fiscale. Vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas et que vous êtes épinglé un jour, il y a des conséquences très dommageables pour vous. On a la loi 74 qui va aussi dans le même sens sur des trustees de trusts étrangers. Si on a aujourd'hui un avocat ou une personne quelconque résidente au Liban qui joue le rôle de prête-nom pour un gros bonnet libanais, ministre, président ou autre, qui a mis son argent à l'étranger, il est obligé, et là, beaucoup de personnes ne le savent pas, même les avocats ne le savent pas, il est obligé aujourd'hui de déclarer qu'il est trustee pour cette personne et il est obligé de retenir de l'impôt sur les non-résidents et donc il peut mettre à découvert la personne qu'il est en train de représenter par le cas du prête-nom. Au même moment, avec la loi 64, il y a eu la loi 75 qui a annulé les actions au porteur pour éviter ces cas aussi où on se cache derrière d'autres personnes. Il y a un décret qui est sur les œuvres d'art qui réglemente aujourd'hui la circulation et la possession d'œuvres d'art anciennes au Liban pour éviter aussi les cas de blanchiment d'argent. Nous avons la loi 160
sur le délit d'initié dans les marchés financiers. Et vous allez voir pourquoi elle est importante quand je vais parler de la loi 175. C'est vrai qu'elle ne concerne aujourd'hui que les PDG, que les directeurs généraux des banques, mais ainsi de suite. Donc, on a la loi sur le médiateur de la République. Ça, c'est une personne, aujourd'hui, la loi existe depuis 2005. Si on avait un médiateur de la République, il aurait réglé les problèmes entre les autorités et les administrés pour pouvoir éviter les cas de corruption. On a la dernière décision du gouvernement, on en a beaucoup parlé, la décision numéro 4 qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette décision? Cette décision, elle a pris 4 mesures de conformité fiscale interne en demandant d'étudier tous les dossiers de contrats qui ont été passés avec l'État pour voir si les obligations fiscales ont été respectées, une conformité internationale pour mettre en avant et régler ce problème d'échange d'informations pour pouvoir obtenir des informations sur les résidents libanais. Elle a mandaté un cabinet d'audit pour faire un forensic audit de tous les contrats publics et découvrir les cas de corruption. La mise en application de l'article 5 sur la loi sur secret bancaire, on est obligé dans tous les comptes où passe de l'argent public de lever le secret bancaire. Et il y a chargé la Cour des comptes d'un contrôle a posteriori. Il y a 3 décisions qui doivent être encore prises, mais je vais aller rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour vous, pour passer à l'autre partie. Nous avons la loi 175 de la lutte contre la corruption qui est d'une très grande importance parce que c'est cette commission nationale qui va agir effectivement pour lutter contre la corruption. La loi vient d'être votée la semaine dernière. Ils ont 3 mois pour constituer cette commission nationale aujourd'hui et qu'elle puisse commencer. Elle a énormément de prérogatives pour pouvoir mettre les choses en avant. Donc là, tout ça, c'est des lois qui existent et qu'on n'a pas besoin de voter. Bon, il y a d'autres projets de loi qui sont importants aujourd'hui. Nous avons le projet de loi pour réformer la loi sur l'enrichissement illicite. Ça a été fait. Aujourd'hui, il est devant l'Assemblée plénière, il va être voté. Et tous les inconvénients dont je vous parlais ont été pratiquement enlevés. Premièrement, il n'y a plus de dépôt de garantie de 25 millions. C'est tombé à 3 millions de livres libanaises. Ils n'ont pas voulu l'enlever totalement. Il n'y a plus une pénalité de 200 millions, ni de peine de prison une fois que le dossier est classé. L'ensemble des dispositions rédhibitoires, la redéfinition de l'enrichissement illicite, on disait que ce n'était pas un crime en soi, c'est devenu un crime en soi. Et il y a une déclaration qui ne se fait pas une fois à l'entrée, une fois à la sortie, mais périodique. Et surtout, la Commission nationale pour la lutte contre la corruption a le droit de pouvoir vérifier si tout est en ordre par rapport à ces déclarations. Et il y a d'autres sanctions en cas où on ne présente pas cette déclaration, comme le fait de perdre son emploi, que le traitement et salaire du fonctionnaire s'arrêtent. On a un projet de loi qui va permettre à la commission d'enquête spéciale de pouvoir elle-même commencer ou entamer les actions. On a la proposition de loi pour la modernisation des procédures d'éducation et de marché public qui est très importante parce qu'elle va instaurer une transparence dans les procédures d'appel d'offres avec aussi un cahier de charges namousagé comme on l'appelle. On a la proposition de loi pour réformer la loi sur le secret bancaire. Elle a aussi été adoptée en commission et va être votée par l'Assemblée plénière. Elle est importante parce qu'elle élargit, elle enlève aujourd'hui l'exception. Donc, elle enlève le secret bancaire sur toute personne qui a une fonction publique, mais pas simplement ces personnes, tous ceux qui sont associés, leur famille, les prêtres non. Et ça va jusqu'aux concessionnaires de travaux publics ou de services publics et même les propriétaires de médias et les journalistes influents. On a la proposition de loi qui a été adoptée hier sur la récupération de l'argent volé, comme on l'appelle. Cette proposition aujourd'hui crée une commission technique qui va faire le travail de base pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir hâter les choses pour récupérer l'argent public. Et il y a un fonds souverain aussi où cet argent pourra tomber avec une possibilité de le financer par des donations et des aides pour celui qui serait intéressé par le fait de le faire. Nous avons
une proposition de loi sur l'indépendance de la justice. Nous avons d'autres projets de loi aussi. Je ne vais plus beaucoup m'attarder, mais ça vous montre à quel point on a des choses aujourd'hui qui existent ou qui sont déjà votées ou qui sont en passe d'être votées. Mais nous avons quand même les outils qui manquent et qu'on devrait mettre aujourd'hui travailler pour pouvoir les mettre en application. Comme réformer la nomenclature budgétaire pour arrêter le gaspillage et la corruption. On passe d'une loi de finances par dotation à une loi de finances par mission. Mise en œuvre d'une administration publique souple, avec des fonctionnaires compétents, efficaces, loin de toute corruption. L'application dans le secteur privé de certaines normes internationales de lutte contre la corruption. Le recours à la technique du name and shame, quand quelqu'un est poursuivi pour corruption, au Liban, ça risque de marcher parce qu'on met son nom dans les journaux et regardez combien il va courir pour pouvoir résoudre les problèmes. L'adoption d'un régime spécial, moderne, adapté aux transactions numériques par le blockchain. On lit tous les ministères ensemble, le port, les douanes, pour pouvoir s'autocontrôler ou contrôler toutes les transactions qui sont faites et arrêter les cas de corruption. Adopter le mécanisme de paiement de facilitation, mais que ça soit clair, que ça soit légal, comme pour le passeport à la sécurité sociale. Vous savez que vous payez plus si vous avez besoin de votre passeport en un jour, mais cet argent est redistribué et va dans les caisses de l'État. Il n'est pas payé en tant que corruption et gratification. Réformer le cadre de gouvernance des sociétés, des SOI, des sociétés d'État, les programmes scolaires. C'est très important de modifier les programmes scolaires pour apprendre aux enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la corruption et comment endiguer la corruption et combattre la corruption. Comment, au niveau international, nous avons parlé de la l'UNCAC, la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a l'Office des Nations Unies. Il y a l'OCDE qui fait un travail exceptionnel avec l'échange d'informations déjà, mais aussi avec les procédures qui vont être mises en application prochainement, les BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui traquent les cas où il y a l'utilisation abusive des conventions internationales qui font en sorte que certains impôts soient payés dans les pays où ils sont générés, mais aussi, surtout, les Mandatory Disclosure Rules qui permettent de combattre les sociétés opaques et de faire un traçage. Personne ne peut plus aujourd'hui se cacher à travers des sociétés écrans ou à travers des montages. Donc, tout le monde va être débusqué. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est très prochainement. Comment on récupère l'argent, et je vais clôturer sur ça, j'ai été trop long par rapport à vous. Comment on récupère l'argent pour que les gens puissent savoir, et je sais que Tony, c'était un sujet qui lui était cher, et je suis désolé d'être arrivé jusqu'à la fin sans l'avoir vraiment détaillé. Donc, on a, pour que les gens puissent savoir, on ne peut pas aller en groupe, en ami, ou de n'importe quelle façon demander à un pays étranger de nous rendre l'argent. Même si on est aujourd'hui affecté en tant que citoyen, imaginez les déposants libanais font une association et décident d'aller se plaindre pour demander la récupération de l'argent volé. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que les pays étrangers, il y a un mécanisme qui est défini par la Convention des Nations Unies et par chaque pays ou par chaque, comme la communauté, l'Union européenne a aussi son système, qui ne permet à ce jour qu'aux autorités de l'État de demander de la récupération de l'argent. Et ça se fait en 3 phases. Une demande d'aide judiciaire pour pouvoir, premièrement, obtenir des informations, deuxièmement, faire une enquête. Et là, ça prend énormément de temps parce que le pays concerné pose énormément de questions et veut énormément de preuves pour pouvoir entamer la procédure. Et souvent, on passe par la signature d'un accord entre les 2 pays, comme ça a été fait récemment entre la Suisse et le Kenya. Ou bien on va vers une action pénale. L'avantage de cette action pénale, même si on n'a plus l'immunité souveraine, l'immunité de l'État, l'avantage c'est qu'on renverse la charge de la preuve dans l'action pénale. C'est à la personne qui détient les biens de prouver qu'elle les détient d'une façon licite. Et donc très souvent, comme le Nigeria et comme Haïti avec le cas du Valier, ils sont arrivés à un résultat rapide. On a l'action civile, surtout ça c'est avec les concessionnaires de services publics. C'est facile parce qu'on va sur le terrain contractuel. Mais là, on peut ne pas obtenir les mêmes biens, mais on obtient des dommages et intérêts. Il y a aussi des procédures d'autosaisie. Et on a vu qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le Unexplained Wealth Order, les ordonnances de blocage, mais simplement sur les biens qui sont en Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui détermine si elle considère qu'ils sont acquis illicitement.
Nous avons aux États-Unis le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Nous avons en Suisse, et c'est quelque chose qui a changé ces dernières années, en Suisse, depuis le cas de l'Ukraine en 2012, ils ont utilisé l'article 54 de la Constitution et aujourd'hui c'est devenu une loi depuis 2015 avec la LVP. La Suisse peut, même sans demande d'un gouvernement étranger, si elle considère que c'est justifié, mais il y a 4 conditions pour le faire, entamer une action pour la récupération de l'argent, mais il faut qu'il y ait un changement total au niveau de la gouvernance du pays. Il faut qu'il y ait un taux très élevé de corruption. On l'a, nous, puisqu'on est 138 sur 173. Qu'il y ait la probabilité, ou même plus la preuve que ces biens ont été acquis par des actes de corruption, et enfin que l'intérêt de la Suisse soit en jeu. Ça a été fait avec l'Ukraine, mais aujourd'hui, ils ne sont plus très enclins à pouvoir le faire. Au niveau européen, il y a 2 situations avec le blocage d'une part qui peut se faire au niveau de toute l'Union européenne, mais la récupération se fait pays par pays. Et on peut arriver aux conventions bilatérales, ce qu'on appelle les Plea Agreements ou les settlements. Et c'est prévu dans nos lois, comme la loi 83 ou l'article 353 du Code pénal. Et pourquoi j'insiste sur ce cas? Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je clôture sur ça, ce n'est pas de voir nos responsables en prison. Il n'y a pas beaucoup de place. En plus, ça va nous faire du tort parce qu'il va falloir dépenser sur eux, dépenser sur leur alimentation, sur les gardes qui vont être là, engager plus de personnel militaire. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'argent. Donc, si on a la possibilité par rapport aux personnes corrompues, notamment dans la classe politique, de venir faire des transactions avec eux et de les menacer des peines de prison parce que ça ne leur fera sûrement pas plaisir, et de les délester de cet argent qu'ils ont acquis indûment. Nous, on profite parce que l'argent retombe dans les caisses de l'État ou dans les fonds souverains et pourra être utilisé pour un développement durable, la lutte contre la pauvreté, la récupération de l'argent qui éventuellement pourrait être hercaté ou autre, mais surtout, on les privera du pouvoir de l'argent qui leur permet de pouvoir se faire réélire à chaque fois. On peut agir. L'exemple de la Géorgie est exceptionnel à ce niveau-là. La Géorgie, en 2003, a entamé une action pour combattre la corruption qui a eu des résultats exceptionnels. Et comment? Ils l'ont fait parce que, premièrement, il y avait une volonté populaire. Les élections ont donné à 90% une volonté de changer et de combattre la corruption. Le gouvernement qui est arrivé les mains liées pour combattre la corruption. Ils l'ont fait parce qu'ils ont utilisé des méthodes simples. Ils l'ont fait parce qu'ils ont attaqué en même temps sur tous les fronts les politiciens. Ils l'ont fait parce qu'ils ont utilisé de bons exemples étrangers. Ils l'ont fait parce qu'il y avait un accord politique et il y avait une cohésion entre le peuple et la nouvelle classe dirigeante. Ils l'ont fait parce qu'ils ont travaillé 18 heures sur 24, les responsables, pour le faire. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas accepté qu'il y ait des exceptions. Et est-ce qu'au Liban, on ne peut pas le faire? Déjà, on a une volonté populaire de vouloir changer les choses et de ne plus accepter qu'il y ait de la corruption. Essayons, lors des prochaines élections, d'amener des personnes qui vont être liées parce que la volonté populaire est aujourd'hui pas de protéger un chef politique ou un chef clanique ou qui que ce soit, mais la volonté est de combattre la corruption. Allons dans ce sens-là. Quand ces personnes viendront, elles seront obligées d'agir. Et à ce moment-là, on utilisera tous les moyens et toutes les actions. Est-ce que les choses ont vraiment commencé à se mettre en place? Ce que je peux vous dire, on commence à bouger hors du cadre communautaire. Est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que, indéniablement, beaucoup de personnes aujourd'hui restent prisonnières de leur appartenance clanique, partisane ou communautaire. Comment changer? Changer en parlant, à l'effet boule de neige, en montrant que ce n'est pas la solution. Et je crois que là où va le Liban au niveau économique, va pousser les gens à réaliser par eux-mêmes. Mais apprenons à nos enfants, à l'école, à la maison, que la corruption est un mal endémique qui gangrène leur société. Comment le faire au niveau des lois? On est en train de le faire, on est en train de travailler, le gouvernement le fait de son côté. Pour la première fois, il dit les choses comme elles sont. Est-ce que ce gouvernement est le gouvernement tant espéré, idéal? Non, certainement pas.
Mais pour la première fois, aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent, comme la Géorgie, 18 heures sur 24. C'est déjà un premier pas. C'est des gens qui essayent aujourd'hui de percer, de dire la vérité comme elle est et de ne pas la travestir. Est-ce qu'on leur fait confiance? Oui ou non, chacun le décidera par lui-même. Moi, personnellement, aujourd'hui, je fais confiance. Si je vais voir que dans quelque temps, ils n'ont rien fait, non. À ce moment-là, je serai le premier à tirer sur ce gouvernement. Mais essayons d'être positifs. Essayons de garder l'espoir pour changer les choses. Ça ne sert à rien d'être pessimiste, d'être déprimé et de se dire on n'arrivera à rien. J'ai fait toute cette présentation pour vous montrer, peut-être qu'elle était ennuyante à certains égards, à certains moments, mais je l'ai faite pour pouvoir vous prouver, et vous l'avez, et vous pouvez y accéder, qu'il y a des lois, qu'il y a des textes, qu'il y a des possibilités de pouvoir combattre la corruption. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Daher. Merci infiniment pour cet exposé de grande qualité qui fait finalement souffler une petite brise d'optimisme sur une situation qui paraît parfois désespérée en raison de l'ampleur du problème. Mais vous l'avez dit, le cadre juridique et législatif existe et c'est une excellente chose. Vous l'avez dit également, chaque citoyen a un petit rôle à jouer. Vous avez cité cette petite phrase qui est très jolie, « Rendre compte pour demander des comptes ». En effet, il importe de reconstruire peu à peu la confiance entre l'État et le citoyen pour enclencher ce fameux cercle vertueux. Alors, nous avons énormément de questions. Alors, sans plus attendre, je vous pose la première. Serait-il possible d'accélérer la récupération de l'argent volé et ou des biens mal acquis par d'autres voies que celles qu'on mentionne habituellement? Et si oui, comment préfinancer ceci avec des caisses du Trésor qui sont vides? Écoutez, je crois qu'on peut effectivement, par les moyens dont j'ai parlé ou certains moyens, ce que le gouvernement a mis en œuvre aujourd'hui est quelque chose de très important. Parce qu'avec que ce soit le forensic audit qui va faire, on va dénicher les irrégularités. Et vous savez, souvent dans des contrats publics, il y a quelque chose, on met distribution irrégulière ou distribution occulte. On l'apprend en fiscalité, en deuxième année de droit fiscal, et c'est quelque chose de très significatif. Que veut dire distribution occulte? Ça veut dire les distributions qu'on a faites et on ne veut pas dire à qui on les a faites. Et là, c'est manifeste que c'est de la corruption. Parce que si on dit à qui on a payé ces distributions occultes, on encourt des sanctions. Donc, on ne le dit pas. Qu'est-ce qui se passe généralement en matière avec le fisc à ce moment-là? Le fisc vient nous dire, OK, vous ne voulez pas nous dire à qui vous l'avez payé, on va considérer que c'est vous qui l'avez payé. Donc, on va le réintégrer au résultat, vous faire payer l'impôt sur les sociétés et l'impôt de distribution. Allez, payez. 23,5 aujourd'hui, c'est à 25,5%. Payez si vous ne voulez pas. C'est un peu comme en Suisse. On ne lève pas le secret bancaire, mais on a une withholding tax de 30%. Mais quand on va dans les détails, et le forensic audit peut mener à ça, on va découvrir à qui l'argent était. Au moins, on va faire une pression sur les gens pour qu'ils commencent un peu à ce que les langues se délient. Deuxième étape, on a aujourd'hui énormément de dossiers qui sont en train d'être instruits officieusement par le journalisme professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui instruisent des dossiers, ils ont des éléments de preuve. Si aujourd'hui ces dossiers, on les corrobore avec ce qu'on découvre avec le forensic audit, et si on voit qu'il y a des personnes qui sont avec la conformité fiscale qui a été demandée par le gouvernement, avec la levée du secret bancaire par rapport aux personnes politiques, on collabore le tout ensemble et on arrive à ce moment-là à lancer une action. Qu'est-ce qui peut se passer aussi pour pouvoir pousser le gouvernement à le faire? Les pousser à s'engager. Le gouvernement s'est donné, avec la décision numéro 4 dont j'ai parlé, 1 mois au ministre des Finances pour pouvoir faire un premier rapport. 6 mois au gouvernement pour pouvoir donner des résultats. Moi, dans 1 mois, je vais poser la question au ministre des Finances. Qu'est-ce que vous avez fait en 1 mois depuis la décision qui a été prise le 28/4/2020? Je vais demander au gouvernement dans les 6 mois où vous êtes arrivé. Et c'est comme ça que les choses se passent. Dans la loi 175 sur la création de la Commission nationale pour la lutte contre la corruption, il y a un délai de 3 mois. Au bout de 3 mois, je vais les poursuivre. Pas moi et chacun de vous va le faire. Dans la loi hier qui a été adoptée en commission, où je représentais le barreau de Beyrouth, il y a un délai qui a été fixé pour le fonds souverain de 6 mois.
dans 6 mois, j'ai dit aux députés d'une façon très claire que dans 6 mois, je vais les relancer sur cette question. Qu'est-ce qui a été fait? Et chacun de nous doit faire ça. Aujourd'hui, on doit demander des comptes. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Et ainsi, avec ce que nous avons, je ne dis pas que tout va se mettre en œuvre. Comment financer? Comment financer? Vous savez que le Liban a une chance inouïe d'avoir une diaspora qui adore son pays. Ils sont disposés à aider. Hier, dans le projet de loi, on a pu intégrer dans le projet de loi la possibilité de financer ce fonds souverain par le biais de dons et d'aides. Donc, celui qui veut aider aujourd'hui, on ne va pas attendre de récupérer l'argent pour aller entamer les procédures. Avec ces aides qui vont arriver, on va pouvoir désigner des avocats à l'étranger pour faire la prospection, faire le traçage à l'étranger s'il y a une volonté. Si on est empêché par n'importe qui, on va le dire d'une façon très claire, mais vraiment très claire. Et chacun de nous doit le faire. Je vous remercie pour cette réponse très complète. On a une question qui a été énormément soutenue par les membres du public aujourd'hui et qui concerne la fameuse loi d'amnistie dont on entend tant parler. Alors, d'après vous, si cette loi était un jour votée, quel impact est-ce qu'elle pourrait avoir, d'une part sur la lutte contre la corruption en général, mais aussi sur la récupération des fonds volés? Écoutez, moi j'ai 2 amnisties contre lesquelles je me bats. L'amnistie fiscale, je me suis battu pendant 4 ans contre l'amnistie fiscale avec des députés exceptionnels et avec d'autres professionnels, avec des membres de l'ancien Conseil constitutionnel exceptionnel aussi, où on a pu bloquer à 2 reprises un projet de loi sur l'amnistie fiscale qu'ils ont essayé de faire passer par la première fois par la porte et la deuxième fois par la petite fenêtre. Et les 2 fois, le Conseil constitutionnel a bloqué la chose parce que c'était contre le principe. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert l'article 7 de la Constitution et le préambule qui parle de l'égalité devant les charges publiques. Et la deuxième amnistie, c'est celle dont parlent les gens actuellement, qui est l'amnistie pénale pour des crimes. Moi aussi, je me suis levé contre cette amnistie au début de la révolte du 17 octobre avec d'autres collègues dans la société civile. Et on a très vite découvert où était le piège. Il y a plusieurs pièges dans cette affaire. La première, c'est ceux qui ont vu le film sur l'Ukraine, Winter on Fire, et qui ont vu que la situation, ils avaient libéré tous les criminels pour pouvoir mater la révolte civile. Donc, il y avait cet objectif de faire sortir énormément de personnes pour les utiliser contre la révolution. Et la deuxième, qui était aussi dangereuse, quand j'ai parlé du cas Al Capone maintenant pour utiliser les... Parce qu'il n'y a pas un seul politicien qui n'a pas fait une infraction pénale. Je peux vous le confirmer. Pas un seul n'a pas fait de près ou de loin une infraction pénale. Ou bien sur la base de l'article 4, ou bien sur la base de l'article 16. Le Al Capone de Chicago, vous le multipliez par le nombre de politiciens qui ont été en poste depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui et vous pouvez découvrir combien de cas on peut mettre à nu avec cette situation fiscale. Ils ont voulu la bloquer parce qu'ils ont considéré, en jouant sur des textes, qu'elle ne couvrait pas les infractions fiscales. Et c'est toujours le cas. Et il faut se battre encore pour bloquer cette loi parce qu'ils veulent faire passer leur amnistie par le biais de la fiscalité. Il faut bloquer ce chemin. Merci beaucoup. Nous avons eu également énormément de questions par rapport au fait que le Liban est un pays confessionnaliste. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent effectivement qu'ils font un peu un constat. Ils se disent les lois sont là, elles existent, mais le plus difficile, c'est finalement l'application de ces lois et la mise en œuvre de ces lois. Et ils se demandent aussi dans quelle mesure le confessionnalisme n'est finalement pas quelque chose qui risque de bloquer ce processus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous dire quelque chose. L'estomac n'a pas de confession. C'est-à-dire quand les gens vont commencer à avoir faim, et les gens ont commencé à avoir faim, ils vont oublier leur appartenance confessionnelle pour ne penser qu'à leur estomac. Et j'espère qu'à ce moment-là, on va développer un sens citoyen. Parce qu'on est tous, excusez le terme, dans la même mélasse. Tous. Et aucun de nos responsables, ni politiques, ni religieux, n'est venu au secours aujourd'hui pour nous donner des solutions. Aucun. Citez-moi une personnalité politique, une personnalité religieuse qui vous donne aujourd'hui des solutions claires et limpides pour pouvoir sortir de là où nous sommes. Aucune.
Donc, on ne peut compter que sur nous-mêmes par le biais d'un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social doit être créé sur la base citoyenne et non pas sur la base communautaire. Alors, nous avons également une question qui revient énormément. Beaucoup de gens se disent finalement que les lois sont parfaites, elles existent, elles sont parfaites, mais comment peut-on changer l'application des règles du jeu si finalement on garde les mêmes joueurs? Si ce sont certaines personnes qui ont pu peut-être être accusées ou suspectées de détournement de fonds, qui doivent mettre ces lois en application aujourd'hui. Croyez-moi, la gente politique aujourd'hui est en plein désarroi parce que les politiciens actuels se sentent d'une certaine façon désavoués, se sentent perdus. Moi, d'après ce que je constate, c'est qu'ils courent pour redorer leur blason. En courant pour redorer leur blason, ils vont nous donner la possibilité, ils nous donnent la possibilité de pouvoir avancer et de pouvoir avancer nos pions sur l'échiquier. Vous me dites, oui, mais en vous écoutant maintenant, ils vont arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter. C'est irrémédiable. Donc aujourd'hui, le processus est enclenché. C'est définitif. Je peux vous affirmer qu'on ne reviendra pas en arrière. Ces gens-là sont en train, sauf ceux d'entre eux qui n'ont rien à se reprocher, mais ces gens-là sont en train de vivre la dernière période d'une étape révolue. Alors, nous avons plusieurs dizaines de questions sur la fenêtre Q&A. Malheureusement, nous n'aurons le temps d'en poser que quelques-unes. Une question simple, mais qui est intéressante. L'échange d'informations entre le Liban et la Suisse ne fonctionne pas en apparence. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Écoutez, il y a deux genres d'échange d'informations. L'échange d'informations sur demande et l'échange d'informations automatique. Je commence par le second. L'échange d'informations automatique, la Suisse ne voulait pas être un pays partenaire avec le Liban jusqu'à très récemment cette année, jusqu'à 2019, fin 2019, où le Parlement a adopté et l'exécutif aussi. Mais ils ont conditionné l'échange de la Suisse vers le Liban, parce que le Liban va commencer à échanger avec la Suisse à partir de l'année prochaine, à la réalisation des conditions qui restent encore en suspens. Dans le peer review du Forum mondial, du programme CRS, vous avez 3 niveaux. Nous, on est arrêté au 2e niveau encore. Pour arriver au 3e niveau, il faut 2 choses. Il faut arranger le système de cryptage et deuxièmement, il faut assurer la protection des informations, la confidentialité des informations pour ne pas donner la possibilité à ce qu'il y ait un chantage ou quoi que ce soit ou du kidnapping ou autre. Nous, on n'a pas encore réalisé ces conditions. Est-ce que c'est voulu ou pas? Moi, je voudrais toujours, j'ai la présomption de bonne foi. Mais c'est ce que le gouvernement a demandé. Et c'est ça l'avantage dans les décisions du gouvernement, c'est qu'il a demandé au ministre des Finances dater la conformité, c'est-à-dire l'obligation du Liban de se mettre aujourd'hui en régularité avec cette condition pour pouvoir échanger automatiquement. Maintenant, on a l'échange sur demande. L'échange sur demande, on peut le faire à n'importe quel moment. L'OCDE, dans une de ses visites qu'elle a faites au Liban dans le peer review, était offusquée de voir que le Liban n'avait jamais, depuis qu'il a adhéré au Forum mondial, il n'avait jamais fait une demande d'information fiscale sur un de ses résidents fiscaux au Liban. On peut le faire. Aujourd'hui, si vous avez besoin, par exemple moi, vous, aujourd'hui, vous êtes habilité par le ministre des Finances à vouloir prospecter sur mes comptes si j'ai des comptes en Suisse, vous présentez une demande motivée, justifiée, en disant « je veux avoir des informations sur Karim Antoine Daher, je peux vous donner mon numéro fiscal si vous voulez maintenant, qui a ces éléments, on le soupçonne d'évasion fiscale pour ces raisons, donnez-nous les informations ». Ils sont obligés de nous donner les informations, mais il faut qu'il y ait des demandes précises, claires et nettes. Alors, ce sera la dernière question. Elle est assez longue, mais je vous la lis. Elle est intéressante et elle est un petit peu liée à ce que vous venez de développer. Alors, dans la mesure où les personnes qui ont effectivement détourné des fonds ont probablement déposé leurs fonds et leur argent dans des établissements ayant signé, des établissements établis dans des pays ayant signé les conventions internationales, n'y a-t-il pas un moyen finalement d'enjoindre ces fameux établissements pour qu'ils collaborent? Comment les milliards issus de cette corruption ont-ils pu circuler alors que depuis des années, pour les clients ordinaires, le moindre virement fait l'objet de nombreuses justifications qu'il faut fournir aux banques?
Écoutez, parmi les pays, on a deux tendances. On a la tendance des pays qui font de la conformité, ou ceux qui y adhèrent, si vous voulez, au principe, et d'autres qui n'adhèrent pas. Vous serez étonné de savoir que parmi les pays qui n'adhèrent pas ou qui ne collaborent pas, on a les États-Unis. Dans le Forum mondial. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont refusé ce système d'échange d'informations automatique. Pour une simple raison, c'est qu'ils ont les inflows qui viennent aux États-Unis et qui sortent les outflows des places financières. Vous avez les différents paradis fiscaux. Maintenant, l'OCDE a essayé d'agir. Et il a cette fameuse liste noire qu'il a, ou la liste grise, et la même chose de l'Union européenne, pour menacer ces pays s'ils ne collaborent pas. Voyez aujourd'hui les BVI. Les BVI collaborent. Ils s'informent sur les petits ou les grands. Moi, j'ai des petits cas et j'ai de grands cas. Et quand je vois les agents dans les pays comme les BVI s'informer sur toutes ces personnes et avoir toutes les données, je sens qu'il y a une pression qui est mise sur ces pays pour qu'ils puissent collaborer. Les conventions qui sont signées aujourd'hui, il faut être clair. La convention de l'OCDE regroupe pratiquement 130 pays et un peu plus dans le monde. Mais il y a des pays qui sont en dehors de ce cadre consensuel aujourd'hui. Si l'argent est placé dans un de ces pays qui ne sont pas dans l'OCDE, si nous n'avons pas une convention fiscale bilatérale avec ces pays, nous ne pouvons pas les obliger. Bon, il reste la convention, la UNCAC des Nations Unies aujourd'hui. Oui, elle fixe le cadre général. Elle oblige les pays à obliger leurs institutions financières à faire ce travail de due diligence. C'est clair dans la Convention. Ce qui est fait aujourd'hui sur le plan international, et vous l'avez souligné dans la présentation au début, dans le poste ou dans la mission qui m'a été confiée avec des experts qui travaillent sur l'harmonisation des normes d'intégrité, de transparence et d'accountability au niveau mondial, c'est d'aller dans ce sens-là, de trouver des solutions consensuelles pour que tous les pays, parce que vous avez un énorme fossé aujourd'hui entre les pays développés et les pays en voie de développement. Les pays développés veulent prendre le dessus, les pays en voie de développement considèrent que toutes les mesures ou les normes internationales les affectent à eux négativement. Quand vous allez arriver à un équilibre entre les deux, tout le monde, la collaboration sera bonne et on pourra aller dans le bon sens. Maître Daher, je vous remercie infiniment. Nous avons encore malheureusement plus de 50 questions dans la fenêtre Q&A. Nous n'aurons pas le temps ce soir de vous les poser, mais je voudrais en tout cas vous remercier pour vos connaissances, pour votre capacité effectivement à expliquer des matières compliquées. Et je passe maintenant la parole à notre président, M. Antoine Caldani, pour les remarques de clôture. Merci à vous. Merci, Monsieur le Consul. Karim, un grand merci pour cet exposé exhaustif, des outils disponibles qui vont nous permettre de lutter de façon efficace contre la corruption. Je pense que tant que nous aurons des hommes et des femmes de ton calibre qui s'engagent dans la chose publique, nous gardons l'espoir d'un avenir meilleur. Je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que tu es très sollicité en ce moment. Et je remercie bien sûr les participants qui se sont joints à nous de partout, de Montréal, de Paris, de Los Angeles, de Berlin, de Dubaï. Et je leur dis que cette session a été enregistrée et qu'elle sera partagée avec eux après l'approbation, évidemment, de Maître Daher. J'invite nos participants aussi à nous rejoindre la semaine prochaine pour une session avec Walid Maalouf autour de la Lebanese Food Bank, qui se prépare à faire face à la plus grave crise humanitaire que le pays ait connue depuis la Première Guerre mondiale. À la semaine prochaine et merci à tous. Au revoir.